Bien, bonjour, rebonjour à tous et merci aux ateliers de G1 pour avoir proposé ce thème de réflexion, alors qui porte aussi bien sur les CPP que sur les CER. Alors vous avez les noms de tous les participants qui ont contribué à ce groupe de travail, les visages. Merci à eux pour toutes les propositions, puisqu'elles ont été nombreuses. On a fini avec 36 propositions. Alors, on va gérer notre frustration de n'avoir qu'un quart d'heure de restitution, et donc on a sélectionné qu'une partie d'entre elles. Bien évidemment, l'intégralité du résultat de cette réflexion apparaît dans l'article et apparaît aussi sur les diapos qu'on ne va pas passer dans le détail. Alors peut-être juste un mot d'introduction pour ceux qui éventuellement ne seraient pas familiers avec ces notions de CPP et CER. CPP, voilà les 36, la liste des 36 propositions, complètement illisible, hein, donc je vous invite bien évidemment de lire attentivement le numéro spécial de thérapie, voilà le teasing, je le fais au mieux. Alors juste un mot entre CPP et CER. CPP, Comité de protection des personnes, c'est une instance indépendante qui émet un avis éthique obligatoire pour tout ce qu'on appelle les recherches impliquant la personne humaine. C'est obligatoire, c'est dans la loi, c'est la loi Jardé, ça a été autrefois la loi Hurier avec une dénomination différente. Les CER, les comités d'éthique de la recherche, ce sont des entités qui émettent aussi un avis éthique, mais hors de ce champ d'application obligatoire, ce sont les recherches non RIPH, donc CPP, RIPH, recherche impliquant la personne humaine, CER, comité d'éthique de la recherche, comités qui ont été générés spontanément par un besoin, essentiellement un besoin d'avis de comité d'éthique pour publier, et lorsque le protocole mis en œuvre n'était pas à soumettre à un CPP. Donc CPP très réglementé, de longue date, loi Hurier 88, CER, comité d'éthique de la recherche, dans cette présentation et dans l'appellation usuelle, qui sont apparus spontanément sur un besoin, et dont on va voir justement la réflexion a été notamment d'harmoniser leurs pratiques, parce que bien évidemment, là, dans ce cas-là, il n'y avait pas de base légale, de base réglementaire pour pouvoir effectivement pour réguler leur fonctionnement, leur composition, et ça a amené à un certain nombre de débordements, notamment, mais ce n'est qu'un exemple, dans le cadre de l'épidémie de Covid, où on a vu apparaître un certain nombre de comités dits d'éthique qui ont émis des avis pour lesquels on peut effectivement s'interroger. Alors, ces 36 propositions qui ont été émises par ce groupe, on les a regroupées par agrégats qui correspondaient à un total de 9 types d'observations. Alors, on n'ira que dans l'intitulé de certaines d'entre elles. La première observation, c'est le besoin qui est exprimé d'un certain nombre de partenaires de la recherche d'un accompagnement des promoteurs et des chercheurs avant soumission des dossiers en CPP. Alors toute la première partie est relative au CPP, puis à la fin on ira plus spécifiquement sur les CER. Le problème de cet accompagnement qui est attendu est que les CPP, ce sont des comités, des commissions qui n'existent que pour se réunir, qui ne sont pas là comme équipe permanente pour pouvoir répondre à ce besoin d'accompagnement, et que les seules équipes d'accompagnement qu'on aurait pu imaginer, qui sont permanentes, ce sont les secrétariats des CPP, mais qui n'ont pas pour mission de le faire. Donc on a abouti à un certain nombre de recommandations qui tiennent compte de cet environnement, et les deux recommandations que l'on souhaite souligner et mettre en œuvre, sachant que la réflexion a été guidée par le souci de pragmatisme, d'émettre des propositions d'action très pratiques. Le premier, c'est de développer et actualiser des modèles types de documents. Alors sachant que ces modèles types, il en existait déjà d'un certain nombre, standardisés, validés même par les autorités, mais sur des supports extrêmement variables et mis de manière chronologiquement selon des besoins qui ont été exprimés à des moments variables. C'est de développer et actualiser ces modèles types. Et point qui est lié, c'est d'avoir un accès public au bénéfice de ces chercheurs, au bénéfice de tous ceux qui auraient besoin justement de les utiliser, un accès public à une base de connaissances avec un point d'accès unique. C'est toujours l'idée de guichet unique qu'on applique là à tous ces documents, dont beaucoup existent déjà, tous ne sont pas à jour, il y a des compléments à exécuter, mais malgré tout, au-delà de leur élaboration ou de leur mise à jour, c'est bien évidemment en garantir un accès facile sur un point d'accès unique. Le deuxième groupe de recommandations était lié à une deuxième observation relative à la nécessité d'optimisation des fonctionnements des CPP dans un contexte de ressources contraintes. Les CPP, donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des membres experts, chacun dans un champ d'expérience déterminé,
qui n'ont pas fondamentalement bougé, il y a eu des ajustements de composition, mais qui ont vu différentes vagues de charges supplémentaires de travail, notamment pour les recherches impliquant la personne humaine de nature observationnelle, les RIPH 3, alors qui ne sont pas très lourdes en termes de dossiers déposés, mais par contre sont sujettes à beaucoup de questions, puisque en général, les promoteurs de telles démarches n'ont pas une expérience équivalente à celle des RIPH dites de numéro 1, type essai industriel de phase 3, avec une très grosse expérience sous-jacente à l'exercice de promoteur. Deuxième vague de surcharge qui n'est pas encore digérée, c'est celle du passage au système européen, avec un règlement européen sur les essais cliniques qui fait que de nouveaux outils sont mis à disposition. Et là où un vieux membre de CPP que je suis avait l'habitude d'avoir un secrétariat qui amenait un dossier papier sur lequel on était sûr d'avoir tous les éléments qui permettent de procéder à l'évaluation, et donc à émettre un avis à discuter ou un projet d'avis à discuter en CPP. Maintenant, on a une base de données extrêmement complexe à manipuler, difficile d'un point de vue accès pour des raisons de sécurité, mais en même temps de présentation de données, parce que c'est une base de données qui partage... Pardon ? Oui, j'entends en confirmation. Pardon ? J'ai entendu ? Pour l'agence, où nous on fait les évaluations aussi des essais cliniques, pour l'agence du médicament, ça a été un grand moment d'honneur. Ah oui, non, absolument, pour tous les partenaires. Pour tous les partenaires. Et je confirme pour les membres de CPP que c'est un exercice difficile, ne serait-ce que mettre la main sur les documents et ensuite avoir la certitude d'avoir tous les documents correspondant à la demande en cours d'avis. Donc ça amène un aléa, une insécurité dans l'exercice d'évaluation qui n'est pas simple. Dans ce cadre-là, on a émis 4 recommandations sur lesquelles je passe rapidement parce que le temps est compté. Plus que 4, mais j'en énumère 4. Prévoir dans les référentiels à développer une liste de documents nécessaires et une liste d'exemples de documents considérés comme non nécessaires. C'est vrai qu'on voit des variabilités dans la façon de procéder des CPP qui amèneraient probablement une harmonisation des considérations concernant, sur le fait que certains documents ou certaines évaluations sont nécessaires et d'autres pas. Quelques exemples apparaissent. Le fait que la signature des investigateurs apparaisse à la fin de leur CV. Personnellement, ça ne me semble pas nécessaire. Il semblerait que d'autres demandent à ce que ça apparaisse. De la même façon pour la vérification de l'inscription à l'ordre, etc. Donc ça paraît comme étant peut-être marginal dans la réflexion, mais malgré tout une source d'économie. Ensuite, améliorer la qualité des notes d'information et formulaires de consentement, alors qu'ils sont centrales dans l'évaluation, bien évidemment, de ces dossiers, et qui sont toujours exposés à un grand nombre d'interrogations et de questions qui repartent chez le promoteur. Nous étions en faveur de la réalisation d'une relecture par des pairs. Nous avons des représentants de patients qui participent à nos réunions. Il s'agirait là aussi de faire participer à des patients dans des relectures, un petit peu comme pour certains documents destinés concernant le médicament à des patients, des relectures systématiques, comme des notices relatives à des autorisations de mise sur le marché de médicaments. Donc relecture par des pairs, ce n'est qu'un des éléments des recommandations que nous avons émises. Ensuite, alléger la charge administrative des membres de CPP. Là aussi, il y a un certain nombre de procédures qui interviennent dans la façon dont les dossiers sont évalués par les membres, qui sont variables et qui incluent parfois des éléments administratifs qui ne requièrent pas l'expertise des personnes mobilisées. Améliorer les outils informatiques, bon, ça recoupe effectivement les difficultés par rapport au CTIS, donc les outils informatiques de gestion partagée et en simplifier l'usage pour amener un degré de sécurité dans la façon dont on rapatrie les données nécessaires à l'évaluation et c'est notamment le point que je soulevais sur le système européen. On est tous, je pense, très pro-européens pour éviter des gaspillages de ressources et mise en commun d'expertise et de process, mais néanmoins, il y a certains aspects qui nécessitent correction comme celui-ci. Observation numéro 3, l'impératif d'évaluation et de suivi des activités de CPP dans leur mission. Bien évidemment, chaque CPP est indépendant, néanmoins, ça n'exclut pas le fait qu'il y ait des évaluations régulières. Il y a eu des évaluations, mais d'organiser... Alors, l'une des propositions, c'est d'initier la mise en œuvre d'un système d'assurance qualité, alors de manière graduée, bien évidemment. Il est hors de question de mettre en place un système lourd, accaparant de ressources, un système d'assurance qualité adapté au fonctionnement des CPP, priorisé sur les éléments essentiels par rapport à la qualité des avis délivrés,
incluant au départ, si une telle recommandation était retenue, des CPP volontaires, et bien évidemment accompagnés par les autorités de tutelle et d'organisation mutuelle des CPP. Je passe rapidement. L'observation numéro 4, la nécessité d'agir afin de contrecarrer le défaut d'attractivité de l'activité des CPP. Ça aussi, avec le recul, on s'aperçoit qu'il y a une difficulté de motivation à ce que des experts participent au CPP. Alors c'est vrai que ce n'est pas une proposition très nouvelle, celle qui est encadrée. Elle est valable d'ailleurs pour quantité d'autres commissions et comités scientifiques, notamment auprès d'autorités complémentaires. C'est de trouver les moyens de motiver les personnes compétentes à participer, tout en tenant compte bien évidemment des impératifs de gestion appropriée des liens d'intérêt pour éviter des conflits d'intérêts. Mais c'est aussi de valoriser, notamment dans le cadre des parcours professionnels. Actuellement, je pense que c'est toujours le cas au niveau d'un CNU, le fait d'avoir participé dans des réunions diverses et variées auprès de l'ANSM, de l'HAS, de l'Agence européenne ou d'autres commissions. De la même façon pour la participation des CPP, qui est un exercice malgré tout, d'un point de vue scientifique, extrêmement, à mon sens, mais vous pourrez me contredire, qui permet de gagner une expérience, ne serait-ce qu'en voyant la diversité des protocoles et les divers moyens méthodologiques de répondre à des questions de recherche, est très formateur. Une expérience extrêmement enrichissante. Pour l'instant, ce n'est toujours pas, mais je sais que ça fait au moins 25 ans que c'est dit, mais on s'est bien évidemment senti légitime et d'émettre ce type de recommandation. L'observation numéro 5, c'est le recours difficile des CPP à l'expertise externe. Alors pour des raisons diverses, déjà la chronologie courte des procédures, même si certains promoteurs se complaisent, quels qu'ils soient les promoteurs, dans la longueur des procédures, le CPP a un temps imparti très court pour évaluer, et qui, lorsqu'il prend du temps, plus de temps que les temps impartis au CPP, sont liés plus au temps nécessaire pour répondre, bien que maintenant, avec les procédures européennes, le temps de réponse des promoteurs est lui-même extrêmement contraint. Donc cette observation 5 a abouti à l'émission d'un certain nombre de propositions, et pour justement favoriser l'implication de l'expertise externe, c'est de simplifier les démarches administratives relatives à l'implication d'un expert, ne serait-ce que pour toucher ses indemnités. En général, ils renoncent, ils au pluriel, il et elle, renoncent tout simplement parce que c'est une procédure compliquée, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc de trouver effectivement... alors il y a aussi, alors je vais peut-être déborder du cadre, mais peut-être un intérêt à partager des listes d'experts entre CPP, ce que l'on ne fait pas de manière habituelle. C'est vrai que contrairement à une instance européenne qui a un panel d'experts à l'échelle continentale, un CPP il a un panel d'experts qui est plus restreint. Même si l'avis d'un CPP est d'application nationale, en général ce sont des experts de proximité. Donc bien évidemment, là aussi, en termes de gestion des liens d'intérêt et de choix d'experts, c'est plus limité. Ensuite, l'observation numéro 6, la gestion optimale des avis potentiellement défavorables. Alors ça aussi, c'est un point qui a été exprimé de façon forte au niveau du groupe. C'est la première recommandation encadrée, c'est le fait de ne pas émettre d'avis défavorables sans qu'il y ait eu préalablement un questionnement. La coutume dans un CPP, enfin la bonne pratique, c'est d'émettre un premier avis. C'est valable auprès de toute commission, que vous soyez en train de demander une autorisation de mise sur le marché à la FDA ou que ce soit pour un CPP, vous avez une procédure, bien évidemment, d'échange, d'échange d'abord, où lorsqu'il y a des questions où un avis défavorable peut se profiler, cet avis défavorable peut être émis d'emblée, c'est un droit, mais en même temps, il est prévu que ce soit des questions qui soient posées d'abord au promoteur avant d'arrêter un avis défavorable, et qu'éventuellement une procédure d'appel puisse suivre. Donc on a quand même émis une recommandation forte de ne pas émettre d'avis défavorable sans une demande préalable de complément d'information au promoteur, et c'est vrai qu'on l'a émis sur la base d'un certain nombre d'exemples dans lesquels il était de manière consensuelle constaté qu'il y aurait pu y avoir comme un questionnement préalable des promoteurs avant d'émettre un avis favorable, qui a toujours derrière la possibilité d'un appel, mais ça grille des cartouches dans le processus, surtout quand la réponse peut être facile et aboutir à un avis favorable. Une autre proposition qui a été encadrée, la proposition 25, c'est de poursuivre les analyses en cours des avis défavorables. C'est extrêmement riche d'informations. Pourquoi on émet en tant que CPP un avis défavorable, de manière à, bien évidemment, parce que
l'objectif, c'est quand même de minimiser le risque de cet avis défavorable, c'est-à-dire d'avoir d'emblée un projet de recherche qui soit le plus parfait possible par rapport à déjà son rationnel, la méthodologie et l'éthique en général. Donc c'est de poursuivre les analyses en cours, même si ces avis défavorables sont en nombre limité, mais c'est quand même très contrariant pour quelqu'un ou une équipe qui a fait un gros effort pour monter un projet de recherche et arriver au stade de proposition de protocole à un CPP en particulier, et une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes, et donc de continuer à avoir effectivement un monitoring de ces avis défavorables, les raisons. La CNRIPH avec la DGS a fait un gros travail sur ce sujet. Tu pourras y revenir éventuellement, David, et c'est un point qu'on a trouvé important. Alors, on ne l'a pas encadré, mais c'est un point technique qui pose aussi problème. Alors, par rapport au système européen, c'est l'asynchronisme qui correspond à l'évaluation, d'une part, ce qu'on appelle la partie 1 scientifique, et puis à la partie 2 éthique, mais qui contient aussi une évaluation scientifique, parce que rien n'est éthique sans être scientifiquement fondé. Il peut très bien y avoir, au cours de cette procédure parallèle, pour simplifier le schéma, un premier échange entre l'autorité compétente en charge de la partie 1 avec le promoteur, qui aboutit à une modification du dossier, qui a déjà été déposée au niveau des CPP, c'est la partie 2, qui a un impact sur cette partie 2, et qui aboutira à un avis qui devient caduc avant même que la procédure aboutisse, tout simplement parce que la partie 1 a été déjà affectée, et qui nécessitera une resoumission de l'ensemble. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, mais cet asynchronisme méritait d'être souligné et mériterait très probablement d'être, même certainement, d'être corrigé, puisque c'est une source de gaspillage là aussi de ressources, mais de toutes les parties pour le coup. Ce n'est pas uniquement du CPP, c'est avant tout du promoteur, mais aussi des CPP. L'observation 7, c'est... Alors là, je bascule des CPP, alors vous l'avez bien compris, procédure obligatoire pour tout ce qui implique la personne humaine, cette fois au CER, au Comité d'éthique de la recherche, non réglementé, qui s'appelle d'ailleurs de façon extrêmement variable. D'ailleurs, la présentation précédente qui a abordé le sujet des CSE, des comités scientifiques et éthiques des entrepôts de données de santé, certains comités d'éthique de la recherche font office de CSE dans certains établissements pour le bénéfice des entrepôts de données de santé. Alors, sur ce développement hétérogène et non régulé des CER, agissant dans le domaine de la santé, 4 propositions, dont 2 qu'on a retenues pour cette présentation. C'est d'abord de promouvoir le développement des CER sous condition de conformité à un référentiel de composition et de fonctionnement. Alors, l'idée, c'est de ne pas compliquer le processus, la mécanique, c'est simplement de dire on applique un certain nombre de principes de base qui, là aussi, sur la base d'exemples, n'ont pas été respectés, notamment de collégialité, de participation des membres extérieurs de la structure qui fondent le comité d'éthique établi dans la structure de recherche qui promeut le même type, donc avec des conflits d'intérêts entre le comité d'éthique installé dans la structure de recherche et les recherches engagées, une gestion appropriée donc des liens d'intérêt, un niveau d'activité minimal. On n'a rien inventé. Tout a déjà été formulé, et notamment dans le comité de bioéthique du Conseil de l'Europe qui reprend ces éléments. Donc vraiment une conformité à un référentiel de composition et de fonctionnement, et qui n'a pas été respectée et qui n'est toujours pas respectée dans un certain nombre de comités d'éthique de la recherche, qui encore une fois ne sont pas régulés. Et en bas de diapo, d'assurer une cartographie nationale des CER à jour, cartographie à jour de ces CER. Ces comités de la recherche, comme je l'ai déjà dit, ont été établis pour répondre à un besoin qui n'est pas rempli par les CPP, et personne n'en a une cartographie. On le sait par proximité, on le sait parce qu'on a déjà eu affaire à un comité d'éthique qui a dépanné pour une publication, pour une thèse, mais il n'y a pas de cartographie. Donc la cartographie et la conformité à un référentiel minimal nous apparaissaient comme étant prioritaires par rapport aux 2 autres néanmoins importantes recommandations P28 et P29 qui ont été émises. L'observation 8, des conditions opérationnelles très inégales des CER existants. Alors, c'est sans surprise. Je vous ai dit que c'était la génération spontanée, de la création locale. Donc, bien évidemment, le fonctionnement est extrêmement variable. Les 2 recommandations ou propositions sur lesquelles je reviendrai, c'est d'assurer une formation, une expérience appropriée des membres de CER,
dans des champs qui sont importants en termes d'éthique, méthodologie, la sécurisation des cas frontières entre RIPH et non-RIPH. Il faut que les CER soient capables de dire « Ah non, on n'est pas compétent. C'est une recherche impliquant la personne humaine et vous devez demander un CPP. » Et ça, on a différentes observations dans lesquelles ça n'a pas été fait. La méthodologie, parce que là aussi, on a vu un certain nombre d'exemples où la méthodologie était extrêmement, pour ne pas dire inexistante. Donc avoir soit une formation, soit une expérience appropriée des membres de façon à constituer ces CER de manière à répondre aux besoins d'évaluation éthique. Et puis, une autre proposition sur laquelle je reviens, c'est de promouvoir les liens entre CPP et CER pour assurer un minimum d'expérience croisée et de communication. Et notamment par rapport... Alors, il faut faire très attention, hein, chacun devra exercer son rôle dans le cadre des compétences respectives de chacun des comités. On pourra y revenir, mais il nous a semblé que c'était intéressant dans le cadre d'une connaissance mutuelle d'existence de CER et de CPP, et pour pouvoir rattraper des protocoles lorsque cela pouvait passer en CER sans être identifié, recherche impliquant la personne humaine devant être soumise à un CPP. Alors désolé, je suis un petit peu technique dans ce champ, mais ça nous a paru nécessaire. Et pour la suite, je laisse le relais à David. Pardon, merci. Pour prendre la suite, et rassurez-vous, je crois que j'ai une ou deux diapos seulement, je vais simplement insister sur un point parce que nous sommes un petit peu en retard concernant la CRNPH, cette commission nationale des personnes impliquant la personne humaine. Alors c'est une commission dont la mission principale, ces missions sont fixées par le Code de la santé publique, est d'assurer l'homogénéisation du fonctionnement des CPP. Alors comme il y a 39 CPP en France, 36 membres par CPP, je vous laisse imaginer l'ampleur de la tâche. Et, mais néanmoins, donc, ça, cette mission. Et l'idée est de dire que cette commission a des moyens qui sont limités. Par exemple, le secrétariat général de la CPP, de la CRIAPH, est assuré par un demi-équivalent temps plein d'une collaboratrice de la DGS qui partage son temps donc sur l'autre équivalent temps plein avec la DGS dans un exercice schizophrénique parfois assez intéressant et sans entité juridique véritable. Et donc, pour donner plus de poids à ce que pourrait être l'action de la CRNPH, et pour pas que la CRNPH soit simplement une courroie de transmission des arbitrages de la DGS à destination des CPP, ce qui n'a pas grand intérêt, l'idée serait de donner une entité juridique véritable à cette commission, comme le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, pour que cette commission puisse rendre des avis sur des questions soit ponctuelles, soit juridiques, posées par les promoteurs ou par les membres des comités de protection des personnes, avis qui n'engageraient pas la Direction générale à la santé, parce qu'il y a un lien assez important entre les deux entités, mais qui permettrait à ces DGS de s'appuyer dessus pour décliner des recommandations dans des foires aux questions, ou voire même prendre des actions, on va dire, plus coercitives par le biais des circulaires. Donc je pense que ce point a été largement évoqué au cours des débats que nous avons eus dans ce groupe des ateliers de Gien. Et puis la proposition suivante décline un petit peu des choses qui ont déjà été présentées par Driss, l'harmonisation des procédures, le développement d'un système documentaire approprié, et puis renforcer avec un budget peut-être plus important, le budget de formation des CPP pour une année sur 39 CPP. C'est 40 000 € par an, je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec. Donc, formation des membres des CPP, des responsables administratifs de CPP, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, l'idée, suite à cette table ronde qui avait bien fonctionné, c'est continuer peut-être à échanger entre les membres, les recontacter, échanger sur cette thématique des CER, cette thématique des CPP, les liens à développer entre les DE, donc suivre les actions souhaitées, éventuellement mettre à jour la priorisation des actions, et ça serait toujours intéressant, si les membres en sont d'accord, de se voir par visioconférence pour échanger sur ces sujets. Et puis je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'ensemble des mesures que nous avons tenté de résumer avec Driss et Aurélie dans le numéro spécial de thérapie. Merci de votre attention.